jour de mon mariage, ma famille m'a bloqué du groupe de messages. Plus tard, j'ai trouvé des photos d'eux en vacances à Hawaï. La légende disait « La famille est enfin au complet ». J'ai envoyé un seul message « Profitez-en pendant que ça dure ». Ce même jour, j'ai retiré mon nom du registre de l'entreprise familiale et j'ai gelé le compte principal. Une semaine plus tard, le fisc a appelé mon père. Ce soir-là, il a frappé à ma porte pendant 20 minutes. J'ai ouvert, et ce qui m'a le plus surpris, ce n'était pas seulement qu'ils soient venus, mais le fait qu'ils aient choisi exactement ce moment le jour de mon mariage pour me bloquer du groupe familial. Je me souviens d'être resté dehors, devant la salle de réception, juste après la cérémonie. Le soleil se couchait, le ciel avait cette teinte dorée douce, et tout le monde se dirigeait vers la salle. Emma était avec les demoiselles d'honneur, riant parce que son voile s'envolait constamment avec le vent. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je pensais que c'était un autre message de félicitations, mais quand j'ai regardé, il était écrit « Vous avez été retiré du groupe Smith Family Corporation. » Sans avertissement, sans explication. Juste supprimé. J'ai regardé l'écran comme si c'était écrit dans une autre langue. Ma première réaction a été de penser à une erreur. Peut-être que Caleb avait cliqué sur quelque chose par accident. Peut-être que mon père essayait de désactiver les notifications ou de changer la photo du groupe. Ce groupe existait depuis 8 ans. Fêtes, anniversaires, mise à jour sur l'entreprise familiale, tout passait par là. Mais quand j'ai essayé de l'ouvrir, rien. J'étais bloqué. Aucune chaise n'était occupée à leur table. Les 4 chaises, maman, papa, Marc et Caleb étaient parfaitement alignées. Toutes vides. Les serveurs passaient régulièrement pour vérifier s'ils étaient en retard. Mon meilleur ami, Alan, s'est penché vers moi et a demandé s'ils étaient coincés dans les embouteillages. J'ai simplement haussé les épaules. Je ne voulais pas gâcher le moment. Le pire, c'est qu'ils avaient confirmé leur présence. Pas une seule fois. Ils avaient répondu au formulaire en ligne, confirmé par SMS un mois avant, et même parlé de ce qu'ils allaient porter. Ma mère avait insisté pour ne pas se battre avec les couleurs des demoiselles d'honneur. Marc avait demandé s'il pouvait venir avec sa copine, et j'avais dit oui. Il n'était pas seulement attendu. Il faisait partie intégrante du maudit plan. Le photographe demandait si on devait attendre leur arrivée pour prendre les photos de famille. J'ai continué à repousser, jusqu'à ce qu'on décide tout simplement de ne pas les inclure. Pendant le dîner, Jody m'a chuchoté à l'oreille pour me demander s'il s'était passé quelque chose. J'ai dit que je ne savais pas et c'était vrai. Ce n'est qu'au 3e jour de notre lune de miel que j'ai eu une réponse. Nous étions à Napa, en train de faire des dégustations avant d'aller à notre cabane. Emma choisissait un baba au rhum quand j'ai ouvert Instagram, par réflexe. Et ils étaient là. Debout sur une plage à Maui, tous les 4, avec des vêtements fleuris assortis, tenant des cocktails, bronzés et souriants. Marc avait même le bras autour de papa qui ne prend jamais de photos. La légende disait « La famille est enfin au complet ». Je suis juste resté assis. Sans émotion, sans colère, juste vide. Emma l'a vu aussi. Au début, elle n'a rien dit. Elle a simplement posé sa main sur la mienne. Je lui ai dit que je devais envoyer un message. J'ai pris son téléphone, ouvert WhatsApp, elle était encore dans le groupe et j'ai écrit un seul message. Profitez-en pendant que ça dure. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Smith et Logistique n'étaient pas seulement à mon père. J'avais passé les 6 dernières années à transformer cette entreprise en quelque chose de réel. Nous étions associés, mais c'est moi qui avais digitalisé l'activité, signé le contrat avec Walmart, automatisé la moitié de la logistique. C'est moi qui avais mis en place le protocole de double signature pour les transactions supérieures à 10 000 $. Ils ne savaient même pas comment cela fonctionnait. J'ai accédé au système et retiré mon nom du registre de l'entreprise. J'ai transféré mes parts dans une fiducie qui les a gelées. Et surtout, j'ai gelé le compte principal. Aucun retrait sans mon autorisation. La paie des employés devait tomber ce vendredi-là. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence parler à ma place. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. C'était un message vocal du comptable de mon père. Apparemment, le fisc avait découvert des irrégularités, documents manquants, impôts d'État impayés depuis 2 ans. Je ne lui ai même pas demandé comment il avait eu mon numéro. Je me suis contenté d'écouter. Il se trouve que lorsque j'ai gelé le compte principal, cela a fait bien plus que simplement faire rebondir quelques chèques de routine.
Cela a interrompu une transaction en cours, une transaction qui avait été signalée pour audit par l'équipe de conformité de la banque. Le compte était enregistré au nom d'un fournisseur fictif, censé assurer la maintenance du logiciel de gestion de flotte, mais ce fournisseur n'existait pas. L'adresse était celle d'une boîte postale au Nevada, et le nom figurant sur les documents de création de l'entreprise était celui de Caleb. C'est là que tout a commencé à s'éclaircir. Pourquoi Caleb avait-il toujours été si vaguement impliqué dans l'entreprise? Pourquoi ne devait-il jamais expliquer exactement ce qu'il faisait? J'ai demandé à Richard, le comptable, à quel point c'était grave. Il a fait une pause et m'a dit que l'IRS avait désormais transmis le dossier à un enquêteur criminel. Il ne regardait plus seulement une transaction, mais fouillait les 5 dernières années. Apparemment, mon départ avait mis au jour une chaîne d'incohérences. Des factures fictives, des contrats surévalués, des revenus non déclarés à l'étranger, et mon père avait utilisé ma signature électronique sur plusieurs documents que je n'avais même jamais vus. J'ai raccroché et je suis resté là, assis, à digérer tout ça. J'aurais pu simplement m'éloigner, laisser tout ça brûler. Mais j'avais encore accès au serveur de sauvegarde, celui que j'avais moi-même configuré pour garantir une transparence financière totale. Chaque email, chaque contrat, chaque facture et chaque validation y était stocké, et sans mon mot de passe, personne ne pouvait y accéder. Je n'avais même pas besoin de supprimer quoi que ce soit. Il me suffisait de verrouiller le système à distance et c'est ce que j'ai fait. Emma m'a vu travailler et m'a demandé si quelque chose n'allait pas. J'ai répondu. On a dépassé le point de non-retour. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message de ma tante Jodie. Ton père est en train de s'effondrer. Il dit que l'IRS a rappelé. Caleb ne dort plus. Ta mère est en panique. Mais ce n'était pas satisfaisant. Pas encore. C'était juste inévitable. Vers 21h, j'ai entendu frapper à la porte. Je savais déjà que c'était lui avant même de regarder. Mon père était là, portant le même costume que la semaine précédente, les cheveux en désordre comme s'il avait passé la journée à se les tirer. Il n'a pas attendu que je l'invite à entrer, il a simplement plaqué une grosse enveloppe contre ma poitrine. Tu n'es pas innocent dans cette histoire non plus. Je suis resté dans l'embrasure de la porte et j'ai lentement ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des emails imprimés et des extraits de conversations entre moi et un client du secteur logistique, datant de 2 ans. Mon nom apparaissait sur la ligne d'approbation d'un gros contrat de transport, mais je me souvenais de cet accord. J'avais validé un devis de livraison standard. C'est lui qui avait modifié la facture plus tard, en gonflant les montants et en dissimulant des fonds supplémentaires. Il s'est penché et a dit « Si l'IRS voit ces emails sortis de leur contexte, ils ne viendront pas seulement après moi. Ils viendront aussi après toi. » Il pensait que ça me ferait peur. Que j'allais tout laisser tomber. Que je me reconnecterais, que je dégèlerais les comptes et que je l'aiderais à nettoyer ce désastre. Je n'ai même pas scié. Bonne chance avec ça, ai-je répondu. C'est toi qui as trafiqué ces chiffres, pas moi. Son ton a changé. Il a tenté de supplier, a dit que si je revenais maintenant, on pouvait encore tout arranger ensemble. Il a dit que c'était encore une entreprise familiale, qu'ils avaient eu tort de ne pas venir au mariage, mais qu'on pouvait aller de l'avant. C'était la première fois qu'il mentionnait ça et il pensait que ça suffirait. Comme si le simple fait de reconnaître qu'il m'avait abandonné le jour le plus important de ma vie rendait tout cela acceptable, d'une manière ou d'une autre. J'ai simplement secoué la tête. Vous avez brûlé ce pont. Et maintenant vous êtes en colère parce que le feu s'est propagé. Il est resté là quelques secondes de plus, comme s'il allait dire autre chose. Puis il s'est tourné et a descendu l'allée. J'ai refermé la porte et je l'ai verrouillée non pas par sécurité, mais pour marquer ma position. Le lendemain matin, j'ai reçu un email de notre ancien conseiller juridique. Apparemment, mon père essayait de vendre des actions de l'entreprise dans une tentative désespérée de récupérer de l'argent, mais il n'y arrivait pas. Mon nom était encore lié à tous les actifs principaux. Et désormais, aussi à l'enquête. Je m'attendais à des représailles. Des messages haineux, des menaces, peut-être même un message vocal désespéré de ma mère tentant de recoller les morceaux. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui ne m'avait pas parlé depuis plus de 10 ans. Le vendredi matin, j'ai reçu un email d'un nom que je n'avais pas vu depuis le lycée. Tonton Grande. Le petit frère éloigné de mon père. Il avait été évincé de l'entreprise alors que j'étais encore à la fac. L'histoire qu'on m'avait toujours racontée, c'est qu'il avait mal géré les fonds et causé des problèmes au conseil. Son email était bref et direct. J'ai entendu ce qui se passe. J'ai attendu des années que quelqu'un voie enfin la vérité.
Si tu veux connaître toute l'histoire, retrouve-moi. J'ai tout. Au début, je n'ai même pas répondu. Je ne savais même pas quoi penser. Emma m'a encouragé à y aller, disant que cela m'aiderait peut-être, au moins, à comprendre à quoi j'avais vraiment affaire. J'ai donc retrouvé mon oncle dans un restaurant, à 2 villes de chez moi. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, mais pas aigri, juste fatigué. Avant même que nos cafés arrivent, il a fait glisser un dossier taché sur la table. À l'intérieur, il y avait des copies d'anciens relevés bancaires, des emails, et un document en particulier qui m'a retourné l'estomac. C'était un accord de rachat conclu il y a 8 ans, avec la signature de mon père et celle de l'oncle Grant. La raison de cet accord ? Ce n'était ni une mauvaise gestion ni un échec, c'était le silence. Apparemment, l'oncle Grant avait découvert que mon père et Caleb détournaient des revenus supplémentaires provenant de la location d'entrepôts vers une société parallèle, une société écran enregistrée au nom de ma mère. Cette société achetait et revendait des camions commerciaux à des prix gonflés, principalement à notre propre entreprise. C'était une fraude complète, siphonnant les fonds de l'entreprise pour remplir leurs comptes personnels. Quand Grant l'a découvert, mon père lui a proposé une compensation à une seule condition, qu'il disparaisse et qu'il n'en parle plus jamais. Grant avait accepté, mais il avait gardé tous les documents, au cas où. Et maintenant, avec l'IRS resserrant l'étau et les murs qui se refermaient, il avait jugé qu'il était temps que quelqu'un d'autre sache. J'ai tout pris, tout scanné, sauvegardé sur 2 supports. Je l'ai remercié et je suis parti. Le lendemain, l'équipe juridique de Smith & Rose m'a envoyé une demande urgente pour participer à une médiation. Ils voulaient tout régler rapidement. Discrètement, ils me proposaient de racheter l'intégralité de mes parts en échange de l'accès au serveur et aux comptes que j'avais bloqués. J'ai ignoré le message. Ce même après-midi, Emma est rentrée à la maison avec ses propres nouvelles. Elle faisait des courses en ville quand elle a croisé Diego, un employé de l'entrepôt, qui travaillait là depuis mon arrivée. Il lui a raconté quelque chose d'étrange. Apparemment, mon père disait aux employés que j'étais la raison pour laquelle personne n'était payé, que j'avais saboté le système après une dispute avec mes frères. Il essayait de monter tout le monde contre moi, disant que j'étais amer et instable. Je n'ai même pas été en colère. J'ai simplement ri. Parce que dimanche, quelque chose s'est produit que personne n'avait vu venir. L'IRS n'a pas seulement gelé les comptes de l'entreprise. Ils ont aussi gelé les comptes personnels, ceux de mon père, de ma mère et de Caleb. Tous bloqués dans le cadre d'une enquête fédérale sur une fraude. Aucun accès. Aucune transaction. Aucun avertissement. Emma et moi étions en train de dîner quand j'ai reçu l'alerte. Les 3 venaient d'être placés sur une liste de blocage financier émise dans le cadre d'une enquête fédérale. Ils étaient coupés de leur argent. De tout. J'ai posé ma fourchette, je me suis adossé à ma chaise et j'ai souri. Le château de cartes n'était pas en train de s'effondrer. Il s'était déjà écroulé. Lundi matin, je me suis réveillé avec 33 appels manqués. 9 de mon père. 10 de ma mère. Le reste réparti entre Marc et Caleb. Aucun message vocal. Juste une panique silencieuse. À midi, j'ai reçu 2 emails de l'IRS me demandant des copies de documents financiers, notamment des courriels archivés, des contrats, et des activités de fournisseurs, auxquels seul moi avais accès. Je n'ai pas encore répondu. Je veux les laisser transpirer. Ce soir-là, j'ai reçu une visite inattendue. Emma a regardé par le Judas en premier. C'était ma mère. Elle avait toujours préféré jouer le rôle de la complice silencieuse dans les catastrophes familiales, passive, souriante, jamais directement responsable. Mais cette fois, c'était elle qui était devant notre porte, tenant son sac comme si c'était la dernière chose stable dans sa vie. Elle a demandé à entrer. Emma est sortie de la pièce. Nous sommes restés assis en silence quelques secondes. Puis elle a commencé à répéter des excuses. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas toute l'histoire. Qu'elle n'avait jamais été d'accord pour manquer le mariage. Que papa l'avait convaincue qu'un week-end ailleurs serait moins stressant. Elle a insisté qu'elle avait essayé d'appeler. Je lui ai dit qu'elle aurait pu essayer plus fort. Je lui ai dit que j'avais vu la photo du groupe, celle avec la légende « La famille est enfin au complet ». Elle a changé de ton rapidement. Elle a dit qu'ils étaient en difficulté. Que le gel de l'IRS signifiait qu'ils ne pouvaient plus payer la maison, les cartes de crédit, ni les courses. Elle a dit que papa s'effondrait. Que Caleb était en dépression. Et que si je n'aidais pas, tout ce que nous avions construit, toutes les années consacrées à l'entreprise serait détruit. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Nous savons pour le fonds d'urgence. Je suis resté figé.
C'était un fonds qu'Emma et moi avions constitué des années auparavant, un compte d'investissement séparé, à mon nom, lié à une fiducie. Il n'avait aucun lien avec l'entreprise. Nous l'avions gardé hors des registres. Seules quelques personnes savaient qu'il existait. Comment? Ai-je demandé. Elle a hésité. Ton père a peut-être accédé à des relevés bancaires de l'époque où vous aviez une autorisation conjointe. Il pense que cet argent devrait revenir à l'entreprise. Tu ne l'as eu que grâce à l'entreprise. Elle a dit ça comme si c'était logique. Comme si elle y croyait vraiment. Je me suis levé. Je me fiche complètement de ce qu'il pense. Cet argent est à nous. Vous m'avez abandonné le jour de mon mariage. Je ne vous dois rien. Elle a supplié. Littéralement dit. S'il te plaît. Et puis elle a joué sa dernière carte. Si tu n'aides pas, ton père rendra tout public. Il dira que tu as falsifié les documents. Que tu as orchestré tout ça. J'ai ri. Ils étaient acculés, en train de se noyer et maintenant, ils voulaient m'entraîner avec eux. Je lui ai répondu que je n'avais aucune intention d'interrompre l'enquête, et que la seule raison pour laquelle je n'avais pas encore envoyé le dossier complet à l'IRS, c'était parce que je voulais voir jusqu'où ils étaient prêts à sombrer. Elle est restée là, figée, quelques secondes, puis est partie sans dire un mot. Le lendemain matin, j'ai tout envoyé, les emails, les sauvegardes, les registres de transactions, les documents de l'oncle Grant. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable, et j'ai emmené Emma prendre un petit déjeuner. Que tout brûle. 3 jours plus tard, l'enquête est devenue officielle. C'est passé aux infos. Une entreprise familiale de transport visée par un audit fédéral pour fraude fiscale sur plusieurs années. Aucun nom n'était cité, mais toute personne connaissant les Smiths avait vite compris. Des amis ont commencé à m'écrire. Certains anciens collègues m'ont contacté, certains choqués, d'autres juste pour dire qu'ils avaient toujours senti qu'il y avait quelque chose de louche. Ce soir-là, j'ai reçu le dernier message que je lirais de mon père. C'était une capture d'écran d'une lettre juridique, rédigée par son avocat, m'accusant de manquement aux devoirs fiduciaires, d'avoir nui à l'entreprise et causé un préjudice émotionnel et financier à la famille. Il menaçait d'un procès civil si je ne retirais pas les documents. J'ai bloqué le numéro sans hésiter. Puis je suis allé sur le portail de l'entreprise, une des rares choses encore actives, et j'ai supprimé mon profil. Mon nom. Mon adresse email. Tout. Pas par vengeance. Ni par ressentiment. Juste parce qu'il était temps. Marc a essayé d'appeler quelques heures plus tard. Cette fois, il a laissé un message vocal. Tu es allé trop loin. Tu aurais dû régler ça en famille. Caleb m'a envoyé un email d'un paragraphe disant que j'avais mal interprété toute l'histoire, que nous aurions pu en discuter. C'est drôle. Personne ne voulait discuter le jour de mon mariage. Personne n'est venu. Aucun message. Mais maintenant que les comptes sont gelés et que la maison est sous enquête, tout à coup, tout le monde a quelque chose à dire. Je n'ai pas répondu. Ils avaient tous fait leur choix. J'ai coupé tout contact. Pas par rancune. Je ne voulais simplement plus que leur poison contamine ce qu'Emma et moi avions construit. 3 mois plus tard, nous avons déménagé. Dans un autre état. Nouvelle ville. Nouveau départ. Le fonds d'urgence est resté intact. J'ai recommencé à faire du conseil en indépendant. Emma a repris l'enseignement. Notre vie est devenue calme. Stable. Réelle. Jody et quelques autres membres de la famille sont restés en contact. Certains amis du mariage en parlent encore. Quand on se retrouve pour dîner, personne n'arrive à croire ce que ma famille a fait. À quel point c'était bas de choisir de partir en vacances au lieu d'assister au mariage de leur propre fils. Tout le monde est d'accord sur un point. Les gens comme ça ne se soucient que du contrôle. Et quand ils le perdent, ils perdent tout. Cela fait maintenant presque 1 an. De temps en temps, je reçois encore une lettre d'un cabinet d'avocats. Ou d'un cousin éloigné qui veut prendre de mes nouvelles. Je n'y réponds pas. Emma et moi avons une nouvelle maison. Un nouveau rythme de vie. Nous avons déjà parlé d'avoir des enfants. Nous voyageons quand nous le voulons. Nous avons plus que ce que j'aurais jamais cru possible. Je ne suis plus en colère. Juste fatigué, parfois, quand on me demande s'il me manque. Je réponds la vérité. Ils me manquent, dans leur version 2.0, celle que je pensais qu'ils étaient. Mais cette version-là, elle n'est jamais apparue. Pas quand c'était important. Et maintenant, moi non plus. Commentaire Madame Reddit. Ce n'est pas seulement une histoire de trahison familiale.
C'est l'histoire de quelqu'un qui a été abandonné le jour le plus important de sa vie et qui, au lieu de supplier pour des explications, a levé la tête, a rendu justice et a reconstruit sa vie loin de ceux qui n'ont jamais mérité d'en faire partie. Parfois, couper les liens est la seule façon de se sauver soi-même. Et quand le château de cartes s'effondre, c'est seulement à ce moment-là que les vrais visages apparaissent. Que cela serve de leçon, le sang ne signifie pas toujours loyauté. Et ainsi se termine une autre histoire bouleversante de Reddit. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits incroyables. Ne manquez pas le prochain.